putain! Ah mec, c'est toi! Avec moi. Ah, j'étais content, je croyais que j'en avais un vrai, tu fais chier. Un vrai quoi? Bah un alien! Tu cherches des aliens. Ouais, ou des vaisseaux spatiaux, ou des éléphants, je sais pas, je cherche un truc. Et pourquoi? Bah pas comme ça, j'ai envie d'en voir, tu vois, j'ai envie de savoir que ça existe. T'as jamais vu d'aliens? Bah non. C'est bizarre toi, moi j'en ai vu plein des aliens. T'es sérieux? Où ça? Bah... j'ai vécu plein d'aventures dans ma vie, j'ai vu plein d'aliens. Tu peux me raconter? Oui. Tu sais quoi? Hmm. Pour te raconter toutes mes histoires que j'ai vécues avec des aliens, Ouais. tu sais qu'en fait je parlais de films. Ah, tu veux me faire un top 10? Oui, c'était une sorte de ristourne, tu vois. C'était genre, tu vois, je vais te faire... au final, c'est pour faire un top 10. Moi je suis content parce que j'adore la science-fiction. Alors, pour ce top 10, je me suis fixé une règle. Ne pas inclure de Star Wars. Ne pas inclure de Star Wars, sinon dans le top 10, il y aurait 9 Star Wars. Ce qui fait beaucoup sur 10. Et aussi, il faut rappeler que ce top 10 est subjectif. Et je pense que tous les deux, on a grandi avec la science-fiction. De ouf. C'est quand t'es gamin, ça te fascine. Donc, voilà, ça reste après. Et, voilà. Et vu que nous, on est resté dans le cinéma, bah voilà quoi. On est resté un Notre peu, regard a changé sur la science-fiction et vous allez voir à travers ce top que on parle beaucoup de qu'on a mûri, tout ça, voilà, bref. On vous laisse regarder cette vidéo et on commence avec le numéro 10, maintenant, tout de suite, là, tout de suite. Numéro 10, c'est les Gardiens de la Galaxie 2 de James Gunn. Alors ce film pour moi c'est, même les Gardiens de la Galaxie le premier, c'est des ovnis un peu dans le Marvel Cinematic Universe parce que c'est les... à peu près... Bon, maintenant il y a Thor aussi Ragnarok qui a un peu joué la même chose, mais c'est les seuls films où tu as vraiment le metteur en scène, donc James Gunn. qui implante sa personnalité dans le film, c'est-à-dire que tu sens vraiment que c'est son film à lui, c'est pas des trucs tout faits à la Thor 2 et tout ça. Ça touche à lui aussi, c'est qu'il apporte beaucoup de soin au personnage. Donc en fait c'est fun, tout ça, mais tu t'attaches au personnage et à la fin du 2, t'es limite en train de chialer. Voilà pourquoi il est ici, donc c'est de la science-fiction avec des personnages soignés, et voilà, et on chiale, et Groot. Groot qui est là, et voilà, Groot aussi. I am Groot. Mm-hmm. I am Groot. Uh-huh. I am Groot. Je suis content que tu aies mis ce film ce film dans le top, mais moi je préfère le premier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que... bonne question. Moi je préfère le deuxième parce que quand je suis allé voir le 2 au cinéma, ça faisait longtemps que je m'étais pas autant marré au cinéma. Ouais, alors je le trouve plus drôle, mais... Et il y a plus d'émotions je trouve dans celui-là. Tu trouves? Ah oui, la fin franchement avec toute un peu genre tu sais la notion du père et tout ça, la transmission de flambeau entre Peter Quill, Yondu et après avec Groot aussi, avec Ouais. la scène de fin avec la musique. Mais ouais, je sais pas, c'est peut-être au niveau du scénario, je préférais le premier. J'ai passé un bon moment aussi devant le 2, mais je m'attendais à autre chose. Le scénario dans celui-là est mieux géré, l'équilibre entre les personnages. Voilà pour les Gardiens de la Galaxie 2 de James Gunn. numéro 9, Independence Day de Roland Emmerich. Alors pourquoi c'est le numéro 9 à ton avis? Parce que c'est un bon film, qui mérite totalement d'être dans ce top. C'est ce film qui m'a donné mon goût pour un peu les films à grand spectacle, qui font tout péter. Moi, parce que j'aime bien quand il y a tout qui explose. Et c'est grâce à ce film. Ah, c'est grâce à ce film que j'aime Michael Bay. Mais ça, c'est une autre histoire. Je pense que c'est l'un des premiers films que j'ai vu avec des aliens qui envahissent la Terre. Nanana. Ah, pour moi, c'est pareil. Et ouais, ça, quand t'es petit, que tu regardes ça, ça te fascine. Genre, tu vois des trucs, c'est... C'est un gros vaisseau qui Ça, arrive ouais. et tout. Putain, Et ça a pas vieilli en plus, ce truc-là.
Ouais, c'était bien foutu. Ouais. Voilà pourquoi c'est là, parce qu'il y a du gros boom boom et il y a des aliens et j'aime bien quand ça fait le gros boom boom. Ouais, C'est sympa, ça quoi. reste une invasion d'aliens comme les Américains la voient. Ouais, oui, c'est très, oui, il y a très patriotique tout ça, mais Ouais. c'est pas du premier degré, ça se voit que c'est, voilà, quoi. Rien que le symbole de faire péter la Maison Blanche, j'aime bien. C'est vrai. Voilà, donc, gros boom boom numéro 9. Numéro 8, District 9 de Neil Blomkamp. Alors là, waouh. Alors, avec ce film, on aborde une thématique un peu spéciale dans la science-fiction, c'est le côté social. Et là, c'est un gros morceau. La science-fiction permet aux auteurs, aux réalisateurs et tout ça, de un peu mettre en avant les problèmes sociaux de notre monde. C'est-à-dire que ce film, il met en avant la ségrégation en Afrique du Sud avec la figure des aliens. Et en fait, la science-fiction, ça permet un peu d'exagérer nos problèmes pour vous en faire prendre conscience. Et ce film le fait merveilleusement bien. Et son réalisateur, Neil Blomkamp, il va faire ça pendant ses autres films après. Donc il a fait Elysium et Chappie. Et je vous encourage à aller voir si vous ne les avez pas vus parce que c'est que des bons films. Alors, Neil Blomkamp, ce qu'il fait dans ses films, en fait, il se focalise sur un personnage qui est en bas de la société ou qui plonge en bas de la société et qui va ensuite se rebeller contre les classes populaires et tout ça. Genre, là, c'est vraiment genre les aliens qui veulent se barrer, quoi, qui veulent assumer leur situation, tout ça. Et donc, c'est vraiment un parallèle avec la situation d'Afrique du Sud. Voilà. Ok, très bon film. Voilà, donc c'est vraiment, c'est pour vous montrer qu'en fait la science-fiction c'est vraiment un genre encore plus, comme on disait dans le top horror avec American Nightmare tout ça, mais je trouve que la science-fiction ça va encore plus loin dans le social. Numéro 7, Pacific Rim de Guillermo Del Toro. Pacific Rim. J'ai pas envie de parler de Guillermo del Toro parce que c'est un de mes réalisateurs préférés et j'ai envie de le garder pour un prochain top. Je veux juste dire que c'est le cinéaste le plus sincère qui existe. Et à chaque fois qu'il fait un film, ça transpire la sincérité. Et genre ce mec il est ultra gentil, ça se voit dans ses films. Enfin, donc avec Pacific Rim ça se voit dans le traitement des personnages parce qu'ils sont tous soignés. Mais j'aime beaucoup ce film aussi parce que c'est des gros robots qui se tabassent contre des gros monstres. Et moi j'aime bien quand il y a tout qui explose. Donc c'est pas non plus que ça, c'est très joli, c'est très beau, c'est très bien développé, il y a une bonne histoire, il y a une bonne photographie parce que Guillermo del Toro c'est quelqu'un qui fait des belles photographies. Et voilà quoi, qu'est-ce que je peux dire de plus? Les acteurs, le casting, t'as Jack Steller de Sons of Anarchy, Ouais, c'est t'as vrai. Idris Elba, C'est vrai. voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, gros boom boom encore une fois, mais c'est surtout grâce à son cinéaste qu'il est là. Numéro 6, Predator de John McTiernan. Arnold Schwarzenegger. Predator. Là, c'est un grand morceau, c'est un grand classique ce film. Et je vais vous dire pourquoi, c'est grâce à la mise en scène de John. McTiernan. Et le génie de sa mise en scène, c'est que déjà, le Predator, je vous explique l'histoire et tout ça pour vous expliquer la mise en scène et tout ça, c'est que c'est un alien, un chasseur, qui est dans la jungle d'Amazonie, je crois, et du coup, il chasse des militaires, et il tombe sur un commando dirigé par Schwarzenegger. Et bah, il va se retrouver contre des gens qui sont plus forts que la moyenne, on va dire, et du coup, il va y avoir une chasse à l'homme. Et donc, le génie de la mise en scène de John McTiernan, c'est qu'il va servir du fait que le Predator, il a un camouflage, c'est-à-dire qu'il devient invisible. Il va se servir du contexte de la jungle pour vraiment genre faire flipper tout le monde. Genre, il va filmer des arbres, il va vous faire peur avec des arbres, parce qu'il sait, il va mettre en scène la menace, c'est-à-dire qu'il va utiliser un champ contre champ entre les personnages qui savent qu'il y a quelque chose mais ils savent pas quoi exactement, et la vue subjective du Predator avec sa vision thermique. Et donc toi t'es là, t'es avec les personnages et tu regardes un décor, donc un décor vide. C'est comme si tu fais du hors-champ interne, c'est-à-dire que genre t'as un élément hors-champ mais qui est dans le champ. Tu vois? Je vois le truc. C'est ça c'est tout con, mais c'est ça le génie en fait de ce film là. Les personnages sont super bien développés, genre chaque personnage a son caractère, et tu t'attaches à eux parce qu'il y a la camaraderie aussi qui règne entre eux, et puis voilà quoi. Et je tiens à souligner en fait que
c'est un film très intelligent. Franchement, c'est pas parce qu'il y a Schwarzenegger avec des gros muscles et tout ça que c'est un film très con. Je vais prendre l'exemple de la scène avec le personnage de Billy. C'est un personnage d'origine indienne et on te le présente dès le début comme en symbiose avec la nature. Donc tu vois, il coupe des lianes pour trouver de l'eau et tout ça, des trucs comme ça. Et c'est lui le premier gars du commando qui va se rendre compte qu'il y a une menace. Ses sens naturels le mettent en garde. Et il y a un moment où donc il est en train de fuir avec Schwarzenegger, t'as un mec blessé, t'as la fille et t'as Billy aussi. Et il s'arrête sur un tronc d'arbre, tu sais, qui forme un pont au-dessus d'une falaise. Et donc il s'arrête et il se retourne et t'as le Predator qui est derrière qui lui suivait. Tu le vois pas le Predator, il est tout le temps mis tout ça. Et là t'as McTiernan qui met en place un combat, c'est-à-dire que Billy enlève ses armes, il garde que sa machette, il fait ce geste genre je vais me préparer à me battre. Et là McTiernan, tu peux penser qu'il va mettre en scène la bagarre, on va avoir une bagarre de ouf et tout ça. Et il va faire un truc, c'est que le Predator il va encore plus le rendre menaçant, c'est-à-dire que tu retournes sur Schwarzenegger en train de courir avec le blessé et là t'entends un cri horrible de Billy qui est en train de crever. Tu vois même pas rien, tu entends juste son cri en train d'agoniser. Et là, t'as Schwarzenegger, son regard qui se... Parce que lui, Schwarzenegger, il sait que Billy c'était... Bah. Et là, il l'entend mourir, souffrir, un truc comme ça. Et là, tu te dis, putain, je suis face à quelque chose qui va me claque. Et à la fin, j'adore la fin quand t'as l'homme qui retourne à l'état primaire pour se battre face à plus primaire que lui, tu vois. Et au final, le Predator, il se retrouve face à un homme qui est au final plus sauvage que lui. Enfin, tu vois, c'est une bonne dualité. Puis quand t'as Schwarzenegger, peut-être Predator qui enlève son masque, t'as Schwarzenegger qui balance la réplique culte. T'as pas une gueule de porte-bonheur. C'est un film de science-fiction hyper intelligent avec sa mise en scène. C'est pas... Je trouve qu'il a souvent l'image d'un film genre bourrin, débile et tout ça, mais non. Merde, j'espère que je vous ai convaincu. Et si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le. Même, je suis sûr, vous le regardez en hiver quand il fait froid, vous avez chaud parce que l'ambiance de la jungle est tellement oppressante. Et t'as chaud, tu vois, les mecs sont tout le temps en train de suer, tout ça. Ouah, t'as chaud. Là, j'ai chaud. Là. T'as chaud, rien Ah ouais. d'en parler. Ah ouais, non, j'ai chaud. Oh. Numéro 5. The Thing de John Carpenter. Alors Celui-là. celui-là, on va passer vite fait dessus parce que j'en ai déjà parlé dans le top horreur. J'aimerais juste revenir sur le fait que c'est le film qui a inspiré Tarantino pour Les 8 salopards et tout comme ça, l'atmosphère de paranoïa. Mais un truc que j'ai pas assez parlé, je trouve, c'est l'alien en lui-même. Ouais, parce que tu parlais de l'horreur sur le top. Ouais, et du coup, pour l'aspect science-fiction, tout ça, l'alien, les maquillages de ce film sont juste impressionnants. C'est gore, mais ça n'a pas vieilli quoi, c'est des vieux effets pratiques à l'ancienne, tout ça, et ça n'a pas vieilli, c'est toujours aussi efficace. Voilà, donc si vous n'avez toujours pas vu ce film après le top 10 horreur, putain, regardez-le, merde! Bah, tu sais quoi, moi j'ai toujours pas vu. Passe à l'autre film là. Non, c'est moi qui lance les trucs. Je m'en Pourquoi tu lances les trucs? C'est à moi de lancer les trucs. Tu m'énerves! C'est toi qui m'énerve, tu fais les trucs à ma place. Oui, mais tu te fais regarder. On passe au numéro 4! Bon, ami, Ouais, t'es prêt pour le numéro 4? allez, Parce que tu vas en voir des aliens. Là. sérieux? Ouais, parce qu'il s'agit de Aliens, ou en français Alien le retour, de James Cameron. Get away from her, you bitch! Alors, pourquoi Alien 2 et pas Alien 1? Déjà parce que personnellement, j'apprécie beaucoup plus James Cameron que Ridley Scott. Ridley Scott, je peux plus le supporter ce mec. Alors, Aliens, déjà parce que James Cameron, je pense que c'est lui qu'on peut dire qui a créé la mythologie alien. C'est lui qui a créé en fait l'univers, tout ce qui est autour de Alien, genre les bruitages. Les bruitages qui arrivent le plus souvent, c'est de Aliens, le retour. Tout ce qui est les Marines, tout ça. Comme Predator, t'as encore le sentiment de camaraderie qui règne dans le groupe de Marines. Et putain, Ellen Ripley, quoi. C'est avec ce film qu'elle devient, putain, le
personnage badass qui est tellement ancré dans la pop culture maintenant, c'est un truc de malade. Et puis les effets spéciaux, putain, les effets pratiques de ce film, tous les aliens, c'est juste bluffant. Le combat final entre le robot géant, là, l'espèce de robot où que Hélène contrôle, contre la reine alien. Parce que la reine alien, pour moi, c'est juste la plus belle créature qui a été faite en animatronique. Oh, ils sont magnifiques les aliens. C'est vraiment, mais c'est des œuvres d'art, tout ce qui est dedans. Et puis pour en venir plus à la structure du film, c'est de l'action non-stop, c'est sans temps mort, le rythme, c'est un rythme de fou. Je vais comparer Alien 1 et Alien 2 pour le plaisir. Alien 1, c'est le film qui construit une menace avec une seule créature, souvent hors champ, à la manière de Predator. Et en fait, je trouve que, quand j'y repense, tu combines Alien 2 et Alien 1 et ça donne en fait une sorte de miroir avec Predator. Ouais. La différence entre Alien 1 et Alien 2, c'est que du coup Alien 1 c'est beaucoup de suspense, alors qu'Alien 2 c'est beaucoup plus d'action, c'est beaucoup plus grandiose. Et c'est pour ça qu'en fait c'est très difficile de dire lequel est le meilleur, parce qu'en soi les deux sont très différents. On peut avoir une préférence, mais tu peux pas dire celui-là est mieux que celui-là. Ils ont chacun leur propre approche. Mais moi j'ai une petite préférence pour le 2 parce que pour son réalisateur, parce que je trouve que James Cameron c'est le meilleur réalisateur pour la science-fiction. Voilà. J'ose dire des choses comme ça. Et on passe maintenant au numéro 3. Bon, est-ce que tout le monde est prêt pour le numéro 3 ? Oui. Parce que c'est vraiment un gros morceau. C'est quoi? C'est Interstellar de Christopher Nolan. We'll find a way. We always have. Pour moi, c'est l'épopée spatiale la plus émouvante et la plus belle que j'ai vue. Complètement. C'est vraiment des enjeux énormes, mais qui sont vus à une petite échelle. La notion de la famille, du père et tout ça, c'est les acteurs qui te font chialer. Matthew McConaughey qui te fait chialer quand il voit ses enfants grandir sans lui là, et qui voit toute l'évolution, tous les changements et tout ça, et qui se met à chialer d'un coup là. Ah, Cette scène-là, ouais. cette scène, elle te prend là, mais c'est beau en plus quoi, ce film, les effets spéciaux, tout est fait en dur, c'est la mise en scène de Nolan, son scénario. C'est tellement intelligent genre, dans la façon d'aborder la chose. Enfin, pour moi, c'est le premier film qui aborde c'est le fait que le temps ne se déroule pas de la même façon dans l'espace, de prendre vraiment ce trou de verre là pour se déplacer et tout. J'avais jamais vu ça avant. Après, peut-être que ça a été fait, mais c'est la première fois quand je l'ai découvert, c'était là-dedans. Et je trouve que c'est hyper intelligent d'amener la science-fiction dans les domaines plus scientifiques. À la sortie, Exactement. le film était très critiqué par les gens qui disaient ouais, c'est scientifiquement c'est pas très possible, mais on va péter un coup quoi, c'est bon quoi. C'est Même il y a un physicien qui a participé au film, ils se sont donné quelques libertés, mais c'était juste pour donner quelques crédibilité au film. Ouais, et il faut quand même prendre des libertés. C'est un film, c'est pas une thèse. Bref, c'est pas Aristote qui l'a fait. on va pas s'énerver sur ce film-là. On est censé le mettre en valeur et tout ça. Il y a des cons Parce qui qu'on critiquent l'adore. la merde. Putain, c'est un beau film qui fait ah. Il fait chialer, putain. Donc oui, pour en revenir, ce film est vachement impressionnant, l'immersion dans l'espace. T'as des scènes dans l'espace qui font peur, quoi, le vide interstellaire. Ouais, il est super bien mis en scène dans ce film-là. C'est beau, on va le dire beaucoup de fois, mais ce film est beau, c'est beau. Puis ce film-là, il est sorti dans une période où notre regard sur le cinéma commençait vraiment à mûrir. Ouais, et là, tu te prends une claque comme ça, et tu fais waouh. Franchement, oui, on a bien fait de s'intéresser à cette art-là, parce que si ça te permet de créer des histoires comme ça, aussi émouvantes, qui te prennent au cœur, mais en te donnant aussi beaucoup de spectacles aux yeux, c'est un truc de malade. Voilà quoi, tu voyages avec ce film. Tu voyages. Complètement. Voilà. Ce film, c'est un truc de taré. Regardez-le si vous l'avez pas vu. Bon, Rémi, t'es prêt? Parce que c'est un gros morceau. Comme celui-là d'avant ou comme celui d'avant. Que des gros morceaux. C'est donc le numéro 2 qui est La guerre des mondes de Steven Spielberg. C'est le meilleur film
Moi, je dis objectivement, c'est le meilleur film d'invasion extraterrestre. Hein. Pas subjectif, objectivement, carrément. Pourquoi il est numéro 2 alors? J'en reviendrai après. C'est une histoire de mon enfance, tout ça. Bon, j'ai grandi aussi avec ce film, et le film d'après, vous allez voir, j'ai encore plus grandi avec ce film. Ce film, ce qu'il a de spécial dans la filmographie de Spielberg, et c'est ça que j'adore, c'est c'est son film qui exprime son traumatisme post-11 septembre. Et donc, ça se voit complètement dans ce film-là, que Spielberg a un peu perdu foi en l'humanité, parce que comment il fait subir des trucs à l'humanité dans ce film, c'est un truc de malade, vas-y, tout le monde s'en prend plein la gueule et tout ça. Franchement, ce film, il te fout le cafard, t'as peur quoi, c'est vraiment, t'as le sentiment de peur que devaient avoir les Américains, encore une fois, si tu veux, mais je sais pas, ouais, c'est vraiment genre... Et puis c'est avec ce film que, tu vois, c'est à partir de ce film-là que les films de Spielberg vont un peu s'assombrir. Et en fait, il y a quelque chose qui a changé dans son cinéma avec ce film. Ça avait déjà un peu commencé, mais c'est genre Le Soldat Ryan, La Liste de Schindler, mais c'était avec les sujets qu'ils abordaient. Mais là, c'est plus par rapport à la personnalité de Spielberg. Il y a quelque chose qui a changé chez lui. Ouais, c'est mettre du fond sans forcément avoir une histoire, comment dire... voilà, la liste de Schindler, c'est une histoire vraie ou quoi, c'est des faits, c'est des vrais faits, et là c'est mettre du fond vraiment dans une histoire créée. Voilà, mais avant la guerre des mondes, t'avais quand même genre Hook, le truc du capitaine Crochet, t'avais genre AI, E.T., enfin des trucs comme ça, et puis il y a eu le 11 septembre, et toutes les couleurs de ces films, c'est parti. Bon, il y a Ready Player, le seul film où c'est revenu un peu, c'est Le Bon Gros Géant et Ready Player One. Ouais. Tous ces autres films, Lincoln, Le Cheval de Guerre, tout ça, c'est des trucs, c'est désaturé à fond. Tu te dis, ouais, il a changé quoi. Bah ouais, il prend maturité dans la façon de tourner quoi. Non. Non. Tu peux pas, parce qu'il Non, pas Spielberg, il il est déjà mature mature, depuis le début. C'est pas de la maturité. C'est plus il ouvre les yeux en fait, et je pense que c'est Ouais, ça. c'est un Il a déclic. ouvert les yeux, il a eu, ouais, exactement, un déclic. Il a dit, mais dans quel monde on vit? Et après, tu regardes les sujets qu'il aborde dans ses films, là, genre Lincoln, le truc de l'esclavage, tout ça, c'est des trucs de guerre. C'est putain, waouh! Enfin, c'est Spielberg, je sais pas, depuis la guerre des mondes, il fait des films beaucoup plus intimistes et tout comme ça. Bon, Ready Player One, il s'est fait plaisir. Et, il nous a fait plaisir aussi en le faisant. Mais voilà. Bon, pour en revenir plus sur le film, c'est une claque. C'est une claque. C'est une grosse claque. Et la musique de John Williams, c'est une grosse claque. Morgan Freeman qui fait le narrateur, c'est une grosse claque. Les scènes d'action, c'est des grosses claques. T'as le putain de plan séquence quand ils sont sur l'autoroute. C'est même pas une scène d'action ça. Mais tu sais, le plan séquence où t'as la caméra qui rentre dans la voiture, qui sort, tu vois la voiture qui continue de rouler. Et la caméra qui re-rentre dans la voiture. Et là, t'as Spielberg, il te dit, mais t'as vu, moi je sais faire de la mise en scène. Le mec, puis les scènes d'action, tu vois Tom Cruise qui court et t'as derrière, il y a tout qui explose derrière. Les gens qui partent en poussière et tout. Et puis t'as des images qui s'imprègnent dans ta tête, je trouve. Tu sais, quand t'as la petite fille qui va faire pipi, et puis d'un seul coup dans la rivière, tu vois un cadavre, 2 cadavres, et puis tu vois une ruée de cadavres sur la rivière. C'est de la poésie, mais noire. Ah bah. Ah putain, c'est nature morte, nature morte, nature morte. J'adore Et même déjà. Que j'adorais l'esthétique l'esthétique des tripodes là. Ouais. C'est le bruit. J'adore, franchement. Le bruit qu'ils font, c'est les... Ah, ça me... Ah, chaque fois que j'entends ça, tu vas mourir, tiens. C'est juste de la science-fiction, comme je vous ai dit, avec Neil Blomkamp, qui nous rend compte du réel et tout ça. Et là, c'est quand t'as Spielberg qui s'attaque à ça et qui a perdu toute foi en l'humanité, ça donne des films comme ça. Bon, certes, il y a encore le thème de la famille. Genre la famille, qu'il faut rester soudé. La fin un peu trop heureuse à mon goût. Bah, ouais, j'aurais aimé que le... Bon, c'est spoil, j'aurais aimé que le fils crève vraiment. Ouais. Parce qu'à la fin, il revient... Pourquoi tu reviens? T'étais mort, ouais, non mais... Parce que c'est vraiment genre quand Tom Cruise le laisse partir pour se battre et qu'au final, tu sais, tu vois toutes les voitures en feu, tu te dis... C'est terrible ce film, c'est du Spielberg tout craché, avec quand même sa petite touche de... Il y a un peu d'espoir en la famille, tout comme ça, mais... Numéro 2, regardez ce film si vous l'avez pas vu. Si vous l'avez pas vu, c'est... Putain, mais vous faisiez quoi depuis 2005? Merde! J'en ai marre! Les gens qui ont pas vu les films, là! Arrête de t'énerver, je t'ai dit que c'est moi qui lançais les trucs. Oui, pardon. Le moment est venu, mes amis. Non, il faut pas faire ce roulement de tambour, là. D'accord. Je vais faire un roulement de tambour. C'est le moment, tant attendu, où je vais vous dire quel est mon film de science-fiction préféré. Et mon film de science-fiction préféré, c'est Terminator 2, Le Jugement Dernier, de James Cameron.
I'll be back. Mais avant de parler du 2, je vais encore tricher. Je suis obligé de parler du 1. Déjà, ce film, j'ai envie de rebondir ce que j'avais dit sur le top 10 horreur. C'est aussi un film d'horreur, pratiquement. La figure du Terminator, du tueur sans froid, la machine et tout ça. Et en fait, c'est James Cameron qui prépare le terrain pour ensuite faire un truc énorme. Parce que le 2, ça révolutionne le cinéma. Ah ouais, je sais bien. C'est... Bon, on parle du 2 maintenant tout de suite. C'est juste... Le 1, qu'est-ce que je peux dire dessus? C'est la création d'une mythologie, c'est un monument de SF, il y a une scène qui a vieilli, mais sinon le reste du film, ça passe. Terminator 2. Alors pourquoi il est numéro 1? C'est juste parce que j'ai grandi avec ces deux films en fait. Quand j'étais petit, je me rappelais que je voulais avoir la même coupe que Terminator. Oh putain. Je voulais genre les cheveux en l'air, tout ça, un truc comme ça. Donc j'ai grandi avec ces films, ça fait partie de mes films préférés. C'est avec ces films que j'ai eu mon amour pour le cinéma en fait. Voilà. Et donc j'ai dû regarder Terminator 2 une cinquantaine de fois. Je le connais par cœur. Quand même. Ah non mais c'est depuis que je suis tout petit, et ça c'est un truc de fou. Genre à Noël quand mon parrain m'a offert les 3 Terminator, je lui ai sauté dans les bras, j'étais tellement heureux. J'avais les 3 Terminator dans les mains, dont une édition collector du 2 là, avec 4 DVD et tout là. J'ai dit putain, le mec quand j'y repense, c'était trop bien. Terminator. Bon, Terminator, c'est une révolution pour les effets spéciaux. Sans ce film, il n'y aurait pas eu Jurassic Park. Pour vous dire. James Cameron qui est tout le temps en avance sur son temps, ce film qui n'a pas pris une ride. C'est un truc de taré, genre t'as l'impression que ce film il pourrait sortir aujourd'hui, il ferait un putain de tabac de même qu'un Marvel, un truc comme ça quoi, c'est un truc de malade. Et puis les scènes d'action non-stop, et il y a un rythme de malade. Cette scène mythique là avec la moto quand il recherche son fusil à pompe à une main. Ah oui, mais... Ah, Ouais, c'est ça. Ce film est mythique, tout est mythique dans ce film. Les répliques, les scènes d'action, le look des personnages, genre Robert Patrick en méchant quoi. Ce mec, il fait flipper. Il a pas d'expression, le mec il court plus vite qu'une bagnole dans ce film, c'est vrai. Ouais, dans le tournage, il se plaignait parce qu'il allait plus vite que la voiture. C'est un truc de fou. Les personnages. Parce que James Cameron, c'est pas un débile qui fait un film d'action que pour de l'action. Il crée une famille avec ce film. Il arrive à t'émouvoir avec un... C'est ça qui est fort, c'est que dans le premier film, il te fait un robot tueur qui a pas de pitié, qui a envie de le niquer sa race parce qu'il veut buter Sarah Connor et toi t'aimes bien Sarah Connor et Kyle Reese parce qu'ils sont amoureux. Et dans le 2, à la fin tu chiales parce qu'il y a un Terminator qui crève. Il arrive à te faire chialer alors que juste avant, le film d'avant, il te faisait détester ce mec. C'est vraiment... Il arrive à créer une famille avec un père de substitution, le Terminator qui incarne un père de substitution pour John Connor, et puis Sarah Connor qui se rend compte de ça et qui échange aussi d'optique. C'est beau. La scène de fin où il va tout doucement dans la lave, il fait un dernier signe à John Connor comme ça là. Ouais. Ça te prend, c'est beau, c'est beau. Et je trouve que, à la même manière que Predator, avec Schwarzenegger encore, c'est le film qui est souvent vu comme un film débile, sans cervelle et tout ça, alors que non, il y a une histoire derrière, il y a de l'émotion, c'est pas... Ça me donne envie de chialer. C'est pour ça qu'il faut que je le revoie parce que moi j'ai encore cette image là, tu vois. Le film d'action bourrin, j'ai dû le voir il y a plus de 6-7 ans la dernière fois que je l'ai vu et j'ai pas l'image du film intelligent comme t'en parles, c'est pour ça que quand tu l'as mis premier, ça m'a surpris mais tu sais que quand j'étais petit c'était comme toi, je voyais vraiment, c'était Terminator, le mec badass, avec qui se balance des blagues de temps en temps avec John Connor et qui se bat avec le T-1000. Mais plus tu grandis, quand tu regardes le film, tu te dis mais waouh, mais au final ce film aborde des thèmes très, très intimes, les responsabilités que tu dois avoir quand tu connais ton destin, tout ça. La réplique de il n'y a pas de destin mais ce que nous faisons, elle est quand même assez profonde je trouve. Et voilà, j'ai grandi avec ce film. Ta perception du film a changé voilà, c'est ça, parce que quand tu grandissais quoi. Tu le veux avec les années, tu voyais plus des choses que tu voyais pas, c'est ça qui est beau, c'est que ce film, et tu le regardes, tu redécouvres des choses et tu te dis putain, waouh, ce film il est sorti en 91 et il arrive encore à te surprendre, waouh, super. Donc c'est la fin de ce top 10 science-fiction, je prends une voix très bizarre, mais c'est pas grave.
Mais oui, Watson, donc Mais- c'est la fin de ce top 10 et on espère que Que vous allez ça vous a regarder plu. les films. Ah, j'espère que ça vous a plu. Hein. On a essayé de faire plus court, hein, mais. Mais je pense pas que ça soit plus court. en Ouais, oui, plus. on verra, parce qu'il y a des films, des fois on peut passer vite dessus, mais il y en a d'autres, on va plus Non, vite. Hein. on parle, puis on voit pas le temps passer, et puis Oublié. hop, ça fait 10 minutes, et puis après 10 minutes, c'est long. 10 minutes, c'est un peu plus long que 5 minutes quand même. Hein. Et c'est ça, Eh quand oui. t'as 10 films qui font 10 minutes, et ben ça fait Eh, ça 100 fait minutes. 5 minutes, ça fait quoi 1h40, ça fait un film. Ah, oui. Alors, bon, on espère que du coup ça vous a plu ce qu'on a fait. Et donc on vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Et là je parle anglais maintenant. Tu peux l'accent. Ah yeah, no. Donc on se dit rendez-vous. Si vous avez regardé les films et qui vous ont plu, et ben n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, nous envoyer un message, et vous dites ah bah, je connaissais pas ce film, bah, c'est gentil. bah. Même si ça vous a pas plu, ça peut être drôle. Hein. Ouais, Ah, mais- j'ai perdu mon temps, tu m'as fait voir un film de merde. Allez, je pense à une gueule, j'en ai rien à foutre, moi. T'es qu'un con, je me désabonne. Allez, vas-y, désabonne-toi, toi. Non, vous Abonne-toi. Désabonne-toi. Ouais.